Ma femme a dit qu'elle était allée à la salle de sport. Quand j'ai pris ses vêtements pour les laver, je les ai sentis et je n'ai pas pu dormir et je n'aurais jamais imaginé que la fin de mon mariage aurait une odeur. Pas une odeur forte, rien d'évident. Juste l'odeur d'un vêtement de sport que je connaissais depuis 24 ans et qui, ce samedi matin-là, m'a révélé, sans un seul mot, tout ce que ma femme avait tenté de me cacher. Mon nom est Valentin Soler Morsillo. J'ai 53 ans. Je suis auditeur fiscal depuis 27 ans et j'ai passé toute ma vie professionnelle à apprendre à détecter ce qui ne colle pas. Des chiffres qui ne concordent pas. Des schémas qui se répètent alors qu'ils ne devraient en pas. De petites incohérences qui, prises séparément, semblent insignifiantes, mais qui, ensemble, racontent une histoire que quelqu'un préférerait ne jamais voir révélée. Au travail, cette capacité m'a valu une carrière. Dans mon mariage, je l'ai laissé en veille trop longtemps, et ce fut peut-être ma seule véritable erreur. Nadia et moi, nous sommes mariés le 12 septembre 1999. J'avais 29 ans. Elle en avait 25. Nous nous sommes rencontrés lors d'un dîner d'entreprise auquel aucun de nous deux ne voulait aller, et nous avons passé 3 heures à discuter dans un coin pendant que les autres dansaient. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi en pensant avoir rencontré la seule personne avec qui je pouvais rester en silence sans ressentir de gêne. 24 ans plus tard, le silence entre nous était toujours confortable. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous vivons à Valence, dans le même appartement que nous avons acheté ensemble en 2003, lorsque notre fille Claudia avait 4 ans et que le monde semblait tourner exactement comme il le devait. Un appartement spacieux, bien orienté, dans un quartier tranquille près du parc de Cabecera. Nous l'avons rénové en 2011. Nous avons changé la cuisine, posé un nouveau revêtement de sol et tout peint en blanc. Nadia a choisi chaque détail. J'ai signé les devis et fait confiance à son jugement, car c'est toujours elle qui avait l'œil pour ces choses, et parce qu'à cette époque, je rentrais tard à la maison, presque tous les jours, et je n'avais pas l'énergie de discuter de Caro. C'est quelque chose que je dois dire dès le début, avant de continuer. Je n'ai pas été un mari parfait. J'ai trop travaillé pendant trop d'années. Il y a eu des périodes où personne ne me parlait de l'école de Claudia et j'écoutais l'esprit encore absorbé par un rapport que je n'avais pas terminé. Il y a eu des week-ends où j'ai annulé des projets à cause d'un audit urgent. Il y a eu des étés où elle a emmené notre fille seule à la plage parce que je ne pouvais pas prendre de vacances à ce moment-là. Je ne raconte pas cela pour m'excuser, je le raconte parce que cela fait partie de l'histoire et parce que je crois que la vérité, si elle a de la valeur, doit aussi inclure les parties qui ne nous sont pas favorables. Mais aucune de ces choses ne justifie ce que j'ai découvert. Et je veux que cela soit clair dès maintenant. Le vendredi soir, Nadia est sortie à 20h15. Elle m'a dit la même chose qu'elle me répétait depuis des mois. Qu'elle allait à la salle de sport, que Lorraine, son entraîneuse personnelle, avait ouvert un créneau de nuit le vendredi pour les clientes aux horaires compliqués et que c'était parfait pour elle car en semaine, elle avait du mal à s'organiser. J'étais en train de lire dans le salon. J'ai levé les yeux, je lui ai dit que d'accord, qu'elle ne m'attende pas pour dîner si elle avait faim, et je suis retourné à mon livre. Il n'y avait rien d'étrange dans cette conversation, rien qui m'ait alerté. Nadia s'était inscrite à la salle de sport 18 mois auparavant. Et depuis, elle sortait 3 ou 4 fois par semaine avec son sac de sport et revenait le visage rougi et les cheveux attachés. Cela faisait partie de la routine, une partie de plus des mardis et des jeudis, et maintenant aussi des vendredis. Elle est rentrée à 22h20. 2h05 après être partie, elle a franchi la porte avec une énergie que j'ai ressentie depuis le salon. Ce n'est pas facile à décrire. Ce n'était pas seulement qu'elle était contente, c'était une sorte de légèreté, comme si quelque chose en elle avait lâché un poids que j'ignorais qu'elle portait. Ses yeux brillaient. Elle a enlevé sa veste, l'a accrochée au porte-manteau et m'a demandé si j'avais déjà dîné. « Oui, je me suis préparé quelque chose avant, » lui ai-je dit. « Tu as faim ? » ?»« Non, non, je vais bien, » a-t-elle répondu. Et elle a souri d'une manière que je n'ai pas su interpréter à ce moment-là. Elle est allée directement à la salle de bain. J'ai entendu l'eau de la douche. Je suis resté dans le salon, essayant de terminer le chapitre que je lisais,
Mais quelque chose dans ce sourire s'était logé dans un coin de ma tête et ne me laissait pas me concentrer pleinement. Ce n'était pas de la jalousie, pas encore de la suspicion. C'était quelque chose de plus vague, de plus inconfortable, comme quand on examine un bilan et que les chiffres concordent, mais que quelque chose dans le total ne vous convainc pas et que vous ne savez pas encore pourquoi. Je suis allé me coucher avant qu'elle ne sorte de la salle de bain. Quand Nadia s'est couchée, j'avais les yeux fermés. Je n'étais pas endormi, mais je n'ai rien dit. Le lendemain matin, Nadia a dormi tard. Je me suis levé à 7h30, comme toujours. J'ai fait du café et j'ai commencé à ranger la maison. À un moment donné, je suis allé à la salle de bain du couloir pour ramasser le linge sale et le mettre à laver. J'ai soulevé le couvercle du panier. Le sac de sport de Nadia était posé dessus, ouvert, avec les vêtements de sport de la veille à l'intérieur. Un t-shirt, un legging et le pantalon de survêtement bleu marine que je lui avais offert l'hiver dernier. J'ai sorti le t-shirt, l'ai jeté dans le bac à linge foncé, j'ai sorti le legging, je l'ai jeté aussi, puis j'ai attrapé le pantalon et je me suis arrêté. Ce n'était pas une pensée, c'était quelque chose d'antérieur à toute pensée. C'était quelque chose qui s'est produit dans le corps avant que le cerveau n'ait eu le temps de traiter quoi que ce soit. 24 ans de vie commune avec quelqu'un vous apprennent des choses que vous ne savez pas que vous savez. L'odeur des vêtements de Nadia après un vrai entraînement est une odeur concrète, spécifique, que je connais sans y avoir jamais consciemment pensé. Une vraie sueur, le tissu chaud, parfois le déodorant mêlé à l'effort physique, quelque chose de corporel, quelque chose d'honnête. Ce que j'ai senti sur ce pantalon n'était pas cela. C'était propre, trop propre pour 2 heures d'entraînement, avec une trace de quelque chose qui n'était ni de la sueur, ni du déodorant. Quelque chose qui ne devrait pas être là sur ce vêtement. Après cette nuit-là, je suis resté debout dans la salle de bain, le pantalon à la main, pendant un temps que je n'ai pas su mesurer. J'entendais le trafic dans la rue, j'entendais le café encore chaud dans la cuisine, j'entendais ma propre respiration. Mes yeux se sont fixés sans raison sur la fissure du joint entre 2 carreaux, juste au-dessus du robinet du lavabo. Un joint qu'il fallait réparer depuis des mois et qu'aucun de nous deux n'avait encore réparé. Une chose absurde, complètement hors de propos, que mon esprit a choisi de regarder parce qu'il ne pouvait pas encore regarder ce qui était vraiment devant moi. J'ai plié le pantalon lentement, je l'ai remis dans le panier, je suis allé à la fenêtre du salon et je suis resté à regarder la rue sans rien voir en particulier. Le soleil du matin tombait sur les voitures garées. Un homme promenait un chien sur le trottoir d'en face. Tout était exactement comme d'habitude. Et pour la première fois en 24 ans de mariage, je ne savais pas quoi penser de la femme qui dormait dans mon lit. Je ne savais qu'une chose avec une certitude absolue, avec cette froide certitude que l'on acquiert après des décennies à auditer ce que les autres tentent de cacher. Quelque chose ne collait pas. Et quand quelque chose ne colle pas, il y a toujours une raison. Toujours. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas dans le travail d'auditeur, c'est qu'il ne s'agit pas de chiffres. Les chiffres ne sont que la surface. Ce que fait un vrai auditeur, c'est lire les comportements, détecter quand quelqu'un agit d'une manière qui ne correspond pas à ce que devrait être sa situation réelle. Apprendre à distinguer l'erreur honnête du mensonge calculé. Cette distinction que j'ai mis des années à affiner au sein d'une entreprise s'est avérée être exactement la même compétence qui m'a plus tard permis de voir ce qui se passait dans ma propre maison. Je suis né à Valence en octobre 1971, le deuxième de 3 frères. Mon père travaillait dans une usine de carreaux à Paternà. Ma mère était employée administrative dans une compagnie d'assurance, une famille de classe moyenne, ce qui à l'époque signifiait avoir suffisamment, mais jamais en abondance. Je me souviens des étés chez mes grands-parents à Alcira, du téléviseur en noir et blanc que mon père a ramené à la maison quand j'avais 5 ans, et plus tard de la première télévision couleur, un appareil énorme qui a occupé le centre du salon pendant des années, comme s'il s'agissait d'un meuble important. Je me souviens aussi de l'expression de mon père quand il rentrait de l'usine pendant les pires mois de la crise pétrolière. L'expression de quelqu'un qui fait des comptes dans sa tête sans arrêt et qui n'y arrive pas. J'ai étudié les sciences économiques à l'Université de Valence. J'ai obtenu ma licence en 1994, en pleine crise, quand trouver un emploi avec un diplôme universitaire était plus difficile qu'il n'y paraît.
J'ai commencé un stage dans un petit cabinet d'expertise comptable au centre-ville. Je gagnais une somme qu'il serait aujourd'hui honteux de mentionner, mais c'était ce qu'il y avait, et je n'allais pas laisser passer l'occasion. En 1996, j'ai réussi le concours d'inspecteur des finances publiques. Ce fut le moment où tout a changé, non seulement économiquement, mais aussi dans la manière dont je me percevais. Le travail m'a formé avec une précision qui ne s'apprend dans aucune faculté. Pendant les premières années, j'auditais de petites entreprises, des commerçants indépendants qui tenaient deux comptabilités depuis toujours et croyaient que personne ne ferait attention aux détails. Ensuite, je suis passé à des entreprises de taille moyenne et plus tard à des audits de plus grande envergure. Ce que j'ai appris pendant tout ce temps, c'est que la plupart des fraudes ne sont pas construites sur de gros mensonges difficiles à soutenir. Elles sont construites sur de petites incohérences qui, séparément, ont une explication raisonnable. C'est l'accumulation qui les révèle. Toujours l'accumulation. J'ai rencontré Nadia Espinosa Valcarcel en novembre 1997 lors d'un dîner d'entreprise auquel j'ai assisté sans aucun enthousiasme. Elle travaillait alors comme technicienne administrative dans une entreprise d'importation et était venue à ce dîner en accompagnant une amie qui n'avait pas non plus envie d'être là. Nous avons parlé pendant plus de 3 heures, tandis que le reste des convives dansaient sur des chansons qui, déjà à l'époque, nous semblaient trop bruyantes. Elle avait 23 ans, les cheveux foncés relevés et une manière d'écouter qui m'a surpris dès le premier instant. Elle ne feignait pas l'intérêt, elle écoutait vraiment. Pour quelqu'un comme moi, qui passait ses journées entouré de personnes essayant de me convaincre de choses qui n'étaient pas vraies, cela valait bien plus que ce que je ne saurais expliquer. Le mariage eut lieu le 12 septembre 1999. Une cérémonie simple dans l'église paroissiale du quartier où elle avait grandi, suivie d'une réception dans un restaurant qui n'existe plus. Les parents des deux époux, les amis de toujours. Étienne Carrasco était à la première table, faisant office de témoin, avec ce sourire qui n'avait pas changé en 30 ans d'amitié. Je me souviens que cet après-midi-là, alors que j'attendais à l'hôtel, j'ai pensé que c'était la première décision vraiment importante de ma vie, que je prenais sans y réfléchir à 2 fois, et que cette confiance était exactement ce que l'on devait ressentir quand quelque chose est juste. Les premières années furent bonnes. Nous avons eu Claudia en 1999, 4 mois après le mariage. Nous avons acheté l'appartement en 2003, alors que j'avais déjà une position stable et que le marché n'avait pas encore totalement déraillé. Nadia a quitté son travail à la naissance de Claudia avec l'intention de le reprendre à un moment donné. Mais cela fut repoussé année après année, jusqu'à ce que le sujet ne soit plus abordé. Ce ne fut pas une décision forcée, ce fut une de ces choses qui arrivent quand la vie s'organise d'elle-même et que personne ne la remet en question, parce que tout fonctionne. J'apportais les revenus, elle tenait la maison et élevait notre fille. Et pendant longtemps, nous fûmes tous deux raisonnablement heureux dans ce schéma. Mais il y a quelque chose que j'ai appris avec les années, c'est que raisonnablement heureux et véritablement heureux ne sont pas la même chose. La différence entre l'un et l'autre s'élargit lentement, sans que personne ne la nomme, jusqu'à ce qu'un jour l'espace entre les deux soit si vaste qu'il ne peut plus être traversé à pied. J'ai trop travaillé. Ce n'est ni une excuse, ni une confession dramatique. C'est un fait. Pendant les années où Claudia grandissait, je rentrais tard la plupart des soirs et passais des week-ends entiers devant des rapports qui ne pouvaient attendre. Il y eut une période entre 2007 et 2010, en pleine crise financière, où la charge de travail était si intense que je suis rentré un jour et ma fille m'a demandé si j'allais rester dîner, comme si ma présence à table était une exception et non une habitude. Cela m'a frappé. Je l'ai noté quelque part en moi et n'en ai rien fait, car il y avait toujours quelque chose d'urgent à gérer avant. Nadia, pendant toutes ces années, n'a pas transformé le reproche en habitude, mais il y avait des moments où je la regardais et voyais quelque chose dans son expression que je ne savais pas bien nommer. Une sorte de lassitude tranquille, comme quelqu'un qui a cessé d'attendre quelque chose qu'il ne se souvient plus avoir demandé. Je le percevais et n'agissais pas. Cela fait aussi partie de cette histoire, et je ne vais pas prétendre le contraire. Ce que je peux dire, c'est que je n'ai jamais cessé d'aimer cette femme.
Non pas de la manière passionnée des débuts, car cela se transforme avec les années en quelque chose de plus calme et de plus profond, mais avec le genre d'affection qui se construit en partageant une vie entière. Ses habitudes, ses manies, la façon dont elle préparait toujours le café trop fort, la manière dont elle pliait les draps en diagonale. Bien que je n'ai jamais compris la raison. 24 ans de détails accumulés qui forment, sans qu'on le remarque, le tissu de ce que l'on est. C'est pourquoi, ce samedi matin-là, debout devant la fenêtre du salon, ce que j'ai ressenti ne fut pas uniquement de la méfiance, ce fut quelque chose de bien plus difficile à supporter. Ce fut la première fissure dans quelque chose que j'avais tenu pour solide, sans jamais le vérifier. Et la peur ne venait pas de ce que je pourrais découvrir, elle venait de ce que, déjà, quelque part que je refusais encore de reconnaître, je commençais à savoir, mais je n'avais rien de concret, juste un vêtement qui sentait différemment. Et cela, pour un auditeur fiscal avec 27 ans de carrière, n'était pas suffisant. Pas encore. La première nuit, je n'ai pas dormi du tout. Je suis resté au lit, les yeux ouverts, fixant le plafond, écoutant la respiration tranquille de Nadia à mes côtés et pensant que l'être humain est capable de se construire une certitude à partir de presque rien. Une odeur, un sourire, l'éclat dans des yeux que l'on connaît depuis 24 ans. Ce n'était pas suffisant pour accuser qui que ce soit, mais c'était suffisant pour que le sommeil devienne impossible. La deuxième nuit non plus. Je me suis levé à 3 heures du matin, je suis allé à la cuisine, je me suis servi un verre d'eau que je n'ai pas bu, et je suis resté assis sur la chaise de la salle à manger pendant plus d'1 heure sans allumer aucune lumière. Dans l'obscurité, l'esprit travaille différemment. Il n'analyse pas, il se souvient. Et ce que cette obscurité me ramenait, image par image, sans que je le lui demande, c'était un catalogue de petites choses des 2 derniers mois que j'avais enregistrées sans les traiter, archivées dans un tiroir interne auquel je n'étais jamais retourné. La première chose fut le téléphone. Nadia avait toujours laissé son téléphone portable sur la table du salon, écran vers le haut, sans aucune préoccupation particulière. C'était si habituel que je ne le remarquais même pas. Mais à un certain moment, ces dernières semaines, cela avait changé. Le téléphone était désormais toujours écran vers le bas, ou dans son sac, ou en charge dans la chambre avec l'écran contre la table de chevet. Ce n'était pas quelque chose que j'avais consciemment détecté à l'époque, mais cette nuit-là, dans la cuisine obscure, je m'en suis souvenu avec une précision qui m'a surpris moi-même. La première fois que je l'ai vu retourner sur la table, c'était un mardi. Il y avait une émission de télévision que nous avions l'habitude de regarder tous les deux, et Nadia a reçu un message. Elle a tendu le bras vers le téléphone, l'a lu et l'a reposé écran vers le bas, au lieu de le laisser comme d'habitude. Je regardais l'écran de la télévision, mais je l'ai enregistré. La deuxième chose fut un samedi, il y a environ 6 semaines. Nadia était sortie le matin pour faire quelques courses. Ce n'était pas inhabituel. Ce qui me parut différent, maintenant que j'y pensais, fut l'heure à laquelle elle était rentrée. Il était plus de 14 heures, alors qu'elle était partie à 10 heures, soit presque 4 heures, pour des courses qui lui prenaient normalement 1 heure et demie. Elle est arrivée avec 2 petits sacs du supermarché, m'a donné un baiser rapide sur la joue et est allée directement à la cuisine pour ranger les affaires. Je travaillais sur l'ordinateur et je n'y avais pas prêté attention. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a répondu que oui, qu'elle avait rencontré une voisine et qu'elles avaient repris un café. Cela m'avait semblé raisonnable. Je l'avais accepté sans plus. Maintenant, dans l'obscurité de cette salle à manger, cette explication avait un autre poids. La troisième chose était plus difficile à cerner, car ce n'était pas un fait concret, mais un changement de ton. Depuis la fin septembre environ, Nadia était différente. Pas de manière dramatique ou frappante, simplement plus animée, plus attentive à son apparence, plus soigneuse avec les vêtements qu'elle choisissait pour sortir, même pour des occasions quotidiennes. Elle avait repris l'habitude de se parfumer quotidiennement, quelque chose qu'elle avait abandonné pendant des années sans que je le remarque ni le commente. Et il y avait dans son humeur générale une sorte d'énergie nouvelle, comme quelqu'un qui a quelque chose qui l'enthousiasme et ne le mentionne pas. Je l'avais interprété comme le résultat de l'exercice. Je lui avais même dit à un moment donné que je trouvais maintenant amer de me souvenir que la salle de sport lui faisait du bien, qu'on la sentait plus vitale. Elle avait souri et dit que oui,
qu'elle avait besoin de ce temps pour elle et je l'avais laissée là, satisfait d'avoir fait le commentaire juste, sans aller plus loin. La troisième nuit fut la pire. Non pas parce que je découvrais quelque chose de nouveau, mais parce que la fatigue accumulée commençait à jouer des tours à mes pensées. À 4 heures du matin, avec 2 nuits sans sommeil derrière soi, on ne raisonne plus avec la partie froide. On raisonne avec la partie qui fait mal, et cette partie construisait des scénarios que je ne voulais pas voir, avec des détails que ma propre mémoire me fournissait sans permission. La façon dont Nadia s'était douchée dès son arrivée ce vendredi-là, avant de dîner, avant même de s'asseoir. Le ton de sa voix quand elle m'avait demandé si j'avais déjà dîné, le sourire que je n'avais pas su interpréter. Je me suis levé, je suis allé à la salle de bain, j'ai ouvert le robinet d'eau froide et je me suis mouillé le visage. Je me suis regardé dans le miroir un instant, 53 ans, des cernes de 2 jours, les cheveux gris aux tempes que je porte avec plus de résignation qu'autre chose. J'ai pensé que j'avais passé 27 ans à m'apprendre à ne pas tirer de conclusions avant d'avoir suffisamment de données. Qu'un auditeur qui agit sur des soupçons sans preuve documentaire n'est pas un professionnel, c'est un problème. Et que si je me trompais, si tout cela n'était rien, si l'odeur n'était que l'odeur d'un vêtement trop lavé, si le sourire n'était que le sourire de quelqu'un qui avait passé une bonne journée, alors ce que j'étais sur le point de faire pourrait briser quelque chose qui n'avait pas lieu d'être brisé. J'ai fermé le robinet, je suis retourné au lit, mais le doute n'était plus seulement un doute. Il était devenu quelque chose de plus structuré, de plus froid, avec la forme précise d'une question qui, dans mon travail, n'a qu'une seule réponse possible. Si quelque chose ne colle pas, il faut le vérifier. Non pas avec colère, non pas avec des accusations, mais avec méthode. Mon premier chef au cabinet de conseil fiscal, un homme austère, peu loquace, m'a un jour enseigné quelque chose que je porte en moi depuis. L'erreur la plus coûteuse qu'un auditeur puisse commettre n'est pas de se tromper en vérifiant les comptes, mais de décider de ne pas les vérifier parce que le résultat fait peur. Il avait raison à l'époque et il continuait de l'avoir cette nuit-là. Ainsi, le lundi matin, quand Nadia Espinosa Valcarcel est allée au salon de coiffure et que je suis resté seul à la maison, j'ai pris une décision. Je n'allais rien confronter sans preuve. Je n'allais rien demander qui pût être facilement nié. J'allais faire la seule chose que je savais bien faire quand j'avais besoin de la vérité. Commencer à regarder attentivement tout ce que, jusque-là, j'avais préféré ignorer. Et la première chose que j'allais faire était un appel, un seul appel bref, apparemment innocent, à Lorraine Puchades-Ibáñez, l'entraîneuse personnelle de mon épouse. J'avais le numéro de Lorraine Puchades-Ibáñez enregistré depuis plus d'1 an. Nadia me l'avait donné un après-midi où j'étais rentré plus tôt que d'habitude et qu'elle n'était pas là. Elle m'avait laissé une note sur le plan de travail de la cuisine disant qu'elle était à l'entraînement et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je devais l'appeler, elle ou son entraîneuse. Je l'avais enregistrée dans mon téléphone sans trop y penser, sous l'étiquette « Lorraine Salle de Sport » et depuis, je ne l'avais pas utilisée une seule fois. Le lundi matin, personne n'étant à la maison, je me suis assis au bureau du cabinet et j'ai passé quelques minutes à regarder le numéro sur l'écran. Je devais bien réfléchir à ce que j'allais dire avant de composer le numéro. Car un appel mal formulé non seulement ne vous donne pas d'informations, mais il ferme des portes que vous ne pouvez plus rouvrir par la suite. En 27 ans d'audit, j'avais appris que la façon dont on formule une question détermine presque toujours la qualité de la réponse. Si vous posez la question directement, les gens se mettent sur la défensive. Si vous la posez de manière détournée, avec naturel, comme si vous connaissiez déjà la réponse et n'aviez besoin que de confirmer un détail mineur, les gens parlent sans retenue. J'ai composé le numéro. Lorraine a décroché à la 3e sonnerie, avec une voix professionnelle et aimable. « Oui, dites-moi. »« Bonjour Lorraine, c'est Valentin Solaire, le mari de Nadia Espinosa. Excusez-moi de vous déranger, j'espère ne pas vous interrompre. »« Non, non, aucun problème. Dites-moi. Écoutez, c'est une broutille, mais Nadia m'a demandé de lui confirmer les horaires de la semaine prochaine car son téléphone portable est en panne et elle ne peut pas bien accéder à l'application du centre sportif. Je voulais savoir si la séance du vendredi soir était toujours à 20h ou si quelque chose avait changé. » Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil, pas longue, à peine 2 secondes. Mais je passais des décennies à prêter attention aux pauses.
et celle-ci avait une texture différente de celle de quelqu'un qui se contente de se souvenir d'un horaire. Valentin, écoutez, je suis vraiment désolé car il semble y avoir eu un malentendu. Une autre pause. Nadia a annulé ses séances il y a environ 2 mois. Elle m'a appelé un jour en disant que pour le moment, elle ne pouvait pas continuer, qu'elle avait des choses à organiser. Elle m'a demandé de ne pas vous en parler si je vous voyais, car elle voulait vous le raconter elle-même quand elle trouverait le bon moment. J'ai supposé que vous étiez déjà au courant. Je suis vraiment désolé. Non, ne vous inquiétez pas, l'ai-je interrompu. Ma voix est restée calme. Je ne sais pas comment, mais elle est restée calme. J'ai sûrement oublié, je le lui dirai moi-même. Merci Lorraine. De rien, et excusez le quiproquo. Si à un moment donné elle veut reprendre, nous sommes toujours là. Bien sûr, au revoir. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur le bureau avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Je suis resté à le regarder pendant un temps que je n'aurais su mesurer. Dans la rue, il y avait le bruit de la circulation. Un camion de livraison a freiné brusquement au feu de signalisation du coin de la rue, et le coup de frein est parvenu jusqu'à la fenêtre du bureau comme un choc sourd. Le soleil matinal entrait en oblique par le store à demi baissé et dessinait une bande de lumière sur le parquet, entre mes pieds et le pied de la table. 2 mois. Nadia avait annulé ses séances avec son entraîneuse 2 mois auparavant. 2 mois durant lesquels elle avait continué à sortir avec son sac de sport 3 ou 4 fois par semaine. 2 mois à rentrer tard avec les cheveux humides et des vêtements de sport usagés. 2 mois d'excuses que je n'avais jamais remises en question car je n'avais aucune raison apparente de le faire. 2 mois de vendredi soir. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas ce que les gens imaginent en entendant une histoire pareille. Ce n'était pas de la rage. La rage viendrait plus tard, par petites doses contrôlables, à des moments précis que je pourrais décrire plus tard. Ce que j'ai ressenti alors, assis dans le bureau avec le téléphone sur la table et la bande de soleil sur le sol, était quelque chose de bien plus difficile à gérer que la rage. Ce fut la clarté absolue. Cette clarté qui apparaît quand on refuse de croire quelque chose pendant des jours et que soudain, le dernier argument contraire disparaît, et qu'il ne reste plus rien à interposer entre soi et la vérité. La suspicion avait eu jusqu'à cet instant la forme vague et inconfortable de quelque chose qui aurait pu avoir une explication. Maintenant, ce n'était plus le cas. Elle avait désormais la forme d'un fait vérifié par une tierce personne qui n'avait aucune raison de me mentir. Je me levai de ma chaise, allai à la fenêtre et ouvris complètement le store. La lumière entra d'un coup et je dus fermer les yeux un instant. Quand je les rouvris, je restais à regarder la rue sans intention particulière, juste parce que j'avais besoin de fixer quelque chose qui ne soit ni l'écran du téléphone, ni les murs du bureau. Il y a un mécanisme qui s'active en moi dans les moments de plus grande tension et que j'ai mis des années à identifier et à accepter comme mien. Ce n'est pas de la froideur, même si de l'extérieur cela peut en avoir l'air. C'est une sorte de compartimentation involontaire. La partie émotionnelle s'enferme dans une pièce séparée à clé et la partie analytique prend le relais sans demander la permission. Au travail, cela m'avait sauvé d'erreurs graves plus d'une fois. Ce matin-là, devant cette fenêtre, il s'activa de lui-même. Ce dont j'avais besoin maintenant, ce n'était ni de pleurer, ni de confronter, ni de détruire quoi que ce soit. Ce dont j'avais besoin, c'était exactement la même chose que ce dont j'avais besoin au début de toute vérification complexe. Savoir précisément l'étendue du problème avant de bouger le moindre pion. Une accusation sans preuve documentaire n'est pas justice, c'est du bruit. Et le bruit, dans ces situations, ne sert qu'à celui qui a quelque chose à cacher. Si Nadia utilisait depuis 2 mois ses sorties à la salle de sport comme couverture, il y avait bien plus que je devais savoir. Quand cela avait-il réellement commencé? Avec qui? Combien de fois? S'il y avait de l'argent en jeu? S'il y avait quelqu'un d'autre qui savait et s'était tu? Cette dernière possibilité me retint un instant plus longtemps que prévu. Quelqu'un d'autre qui savait. Je l'écartais pour le moment, non pas parce qu'elle ne me pesait pas, mais parce qu'il était trop tôt pour en arriver là. D'abord les faits vérifiables, d'abord la structure du problème, ensuite les détails qui blessent d'une autre manière. Je retournai au bureau. J'ouvris le tiroir où je range un carnet à feuilles quadrillées que j'utilise pour mes schémas de travail.
J'arrachai une feuille vierge. J'y notai la date dans le coin supérieur droit. Lundi. En dessous, j'écrivis la seule chose que j'avais confirmée jusqu'à ce moment-là par une source externe. Plan d'entraînement annulé il y a 2 mois. Demande explicite de silence envers le mari. En dessous de cela, j'écrivis 3 mots qui, dans mon travail, servent de point de départ à toute enquête. Quoi? Quand? Qui? Puis je rangeai le carnet. Cet après-midi-là, j'appelai Étienne Carrasco, non pas pour me défouler, car ce n'est pas mon genre et il le sait. Je l'appelais parce qu'Étienne avait vécu quelque chose de similaire 7 ans auparavant, et parce que, une fois ce processus terminé, il m'avait donné le nom d'un professionnel en qui il avait confiance. À ce moment-là, je n'avais pas cru que j'aurais un jour besoin de lui. Je m'étais trompé. Étienne Carrasco Montes et moi, nous connaissions depuis la première année d'université. Nous étions 2 jeunes hommes issus de familles modestes dans une faculté où la moitié des étudiants arrivaient en voiture et l'autre moitié en bus. Et cela, même si nous ne l'avons jamais dit à voix haute, fut suffisant pour nous retrouver dès le début du même côté de quelque chose. 32 ans d'amitié, cela compte beaucoup. Cela permet de savoir quand l'autre a besoin qu'on lui parle et quand il a besoin qu'on l'écoute, de reconnaître dans le ton d'un appel ce qui n'est pas dit. Quand je l'appelais ce lundi après-midi-là, il décrocha à la 2e sonnerie. « Valentin, qu'est-ce qui se passe ?» Ce n'était pas une question. C'était la manière dont Étienne disait qu'il savait déjà que quelque chose n'allait pas avant même que j'ouvre la bouche. Je lui dis que j'avais besoin de le voir, que ce n'était pas urgent dans le sens où personne n'était en danger, mais que j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un ce soir-là, si possible. Il me dit qu'il était libre à partir de 8h30. Nous nous donnâmes rendez-vous au bar de Siampre, un petit endroit dans le quartier de Roussafa, que nous fréquentions depuis plus de 20 ans, avec des tables en bois sombre et un propriétaire qui ne nous demandait plus ce que nous allions prendre parce qu'il le savait par cœur. J'arrivai avant lui, commandai 2 cafés et m'assis à la table du fond, la plus isolée, celle que nous choisissions toujours lorsque la conversation devait être de celles qui n'ont pas besoin de public. Étienne arriva 10 minutes plus tard, son manteau encore sur le dos. Il s'assit en face de moi et, avant que je ne dise quoi que ce soit, il me regarda avec cette attention directe qui lui est propre et qui est parfois inconfortable précisément parce qu'elle ne laisse aucune place au détour. « Raconte-moi. » Je lui racontai tout. Depuis le samedi matin avec les vêtements dans le panier, les 3 nuits sans dormir, les détails qui avaient émergé de ma mémoire, l'appel à Lorraine, ce que Lorraine avait dit. Je parlais pendant près de 40 minutes sans qu'il m'interrompe une seule fois, ce qui, pour quelqu'un d'aussi prompt à donner son avis qu'Étienne, est un signe sans équivoque qu'il prend quelque chose au sérieux. Quand j'eus terminé, il resta un moment à fixer sa tasse de café. « Depuis combien de temps penses-tu que cela pourrait être ça et le rejettes-tu » dit-il. Enfin, je ne l'avais pas rejeté, je n'y avais simplement pas regardé. « C'est la même chose » dit-il, et il n'ajouta rien de plus à ce sujet. Étienne sait ce que c'est, d'un endroit que je n'ai jamais voulu comprendre entièrement quand ce fut son tour. Il y a 7 ans, sa femme de l'époque, Pilar, avait mis fin à ses jours d'une manière qui laissa Étienne avec une fille de 12 ans, une hypothèque et le genre de blessure qui ne se referme jamais complètement, mais que l'on apprend à supporter avec le temps. J'étais à ses côtés pendant ce processus. Je l'ai accompagné au tribunal 2 fois. Je l'ai écouté les nuits où il m'appelait sans préavis. Et j'ai été témoin de la façon dont un homme que je croyais connaître parfaitement a subi une transformation qui l'a laissé différent. Plus calme à certains égards, plus distant à d'autres, avec une manière d'évaluer les gens qu'il n'avait pas auparavant et qui fait maintenant partie de ce qu'il est. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je serais assis à sa place. Il y a un homme, dit Étienne en posant sa tasse sur la table. Il s'appelle Rodrigue Altamira Fuentes. Il a 47 ans. Il a été inspecteur de la garde civile pendant 16 ans, spécialisé dans l'enquête patrimoniale et la filature. Il travaille à son compte depuis 7 ans. Je l'ai engagé parce qu'il est méthodique, discret et qu'il n'exagère pas les résultats pour gonfler ses honoraires. Ce qu'il trouve, il le documente. Ce qu'il ne trouve pas, il vous le dit sans anesthésie. Il exerce toujours. J'ai parlé avec lui il y a 3 mois pour une autre affaire. Il continue. Je lui ai demandé s'il pouvait m'accompagner à la première réunion.
Non pas parce que j'avais besoin d'un tuteur, mais parce qu'Étienne était déjà passé par ce processus et connaissait le protocole. Et je ne voulais pas aborder cette conversation sans savoir exactement ce qui pouvait être demandé et quelles étaient les limites légales. Il a acquiescé sans hésiter. Nous avons appelé Rodrigue Altamira, depuis le bar, le soir même. Il a décroché à la première sonnerie d'une voix sereine et sans trace de contrariété due à l'heure tardive. Étienne lui a expliqué en 2 phrases qui j'étais et quelle était la situation générale. Rodrigue a écouté, a posé 2 questions précises sur la durée approximative de la suspicion et s'il y avait des biens en commun, et a dit qu'il pouvait nous recevoir le lendemain à 17 heures dans son bureau du centre-ville. Le lendemain, je suis allé avec Étienne. Le bureau de Rodrigue Altamira se trouvait dans un immeuble discret de la rue Colomb, au 2e étage, sans aucune enseigne sur la porte, à l'exception d'un numéro et de ses initiales. La pièce était petite et fonctionnelle. Une table, 3 chaises, une étagère avec des dossiers classés par couleur et une fenêtre dont le store était baissé aux 3/4, laissant entrer juste assez de lumière pour travailler sans que l'on puisse bien voir de l'extérieur. Rodrigue était un homme de corpulence moyenne, aux cheveux poivre et sel, coupés très courts, avec de grandes mains immobiles qui ne bougeaient pas quand il parlait. Il dégageait le genre de calme qui n'est pas de l'indifférence, mais une concentration soutenue. Il s'est présenté, nous a offert de l'eau et a ouvert un bloc-notes vierge. Racontez-moi depuis le début, avec les dates si vous les avez. Je lui ai raconté la même chose que j'avais raconté à Étienne, mais cette fois d'une autre manière, sans la charge émotionnelle de la veille au soir, avec la structure de quelqu'un qui expose un problème technique. Les dates, les faits observés, l'appel à Lorraine, la réponse littérale qu'elle m'avait donnée. Rodrigue prenait des notes sans lever les yeux, d'une écriture petite et régulière. Quand j'eus terminé, il a relu ce qu'il avait noté pendant un instant. « Avez-vous un compte bancaire joint ? » ?»« Oui, depuis le mariage. » « J'ai aussi un compte professionnel séparé, mais toutes les dépenses du ménage passent par le compte joint. Avez-vous un accès habituel au mouvement de ce compte ? » « J'ai l'application sur mon téléphone portable, je la consulte régulièrement pour contrôler les dépenses courantes, mais pas à la loupe. Je fais confiance au fait que les débits sont ce qu'ils semblent être. » Rodrigue a acquiescé lentement. Cela peut être pertinent. Il y a des situations où ce type d'activité génère un modèle de dépenses qui ne correspond pas aux habitudes habituelles de la personne. Pas toujours, mais fréquemment. Et il m'a dit que son travail consisterait en 3 axes parallèles. Le suivi des déplacements pendant une période convenue, l'examen de l'environnement de la personne investiguée pour identifier des liens non déclarés et l'analyse de toute documentation que je pourrais lui fournir concernant les mouvements financiers récents. Il m'a expliqué avec précision ce qui était légal et ce qui ne l'était pas, où se trouvaient les limites et quel type de matériel pouvait être utilisé dans une procédure judiciaire si cela en arrivait là. Il n'a porté aucun jugement sur la situation, n'a offert aucun réconfort. Il a parlé en tant que technicien et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ses honoraires étaient de 90 € par heure de travail effectif, avec un budget initial fixe pour les 10 premiers jours. Je lui ai remis une avance en espèces avant de partir. Dans la rue, Étienne et moi avons marché un demi-pâté de maison en silence avant qu'il ne dise quoi que ce soit. « Le plus difficile n'est pas ce que vous allez découvrir, dit-il. Le plus difficile, c'est le temps qui s'écoule avant que vous ne sachiez tout. Ces semaines où vous devez continuer à vivre comme si de rien n'était pendant que l'enquête progresse. » Je l'ai regardé. « Je le sais déjà, » lui ai-je répondu. Et c'était vrai. Je le savais depuis le moment où j'avais composé le numéro de Lorraine. J'avais franchi un seuil dont on ne revient pas. Ce qu'il me restait à faire, c'était de supporter le processus jusqu'au bout avec la même contenance que celle avec laquelle j'avais commencé, car m'effondrer à mi-chemin n'était pas une option que je pouvais me permettre. Ce soir-là, j'ai dîné avec Nadia, comme n'importe quel autre mardi. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle m'a demandé si j'avais beaucoup de travail cette semaine-là. Nous avons parlé du temps qu'il faisait, d'une fuite à vérifier sur le toit du garage, de rien d'important. Et j'ai souri aux moments opportuns. J'ai répondu ce qui était attendu et à aucun moment je n'ai laissé transparaître quoi que ce soit de ce que je ressentais. 27 ans d'audit m'avaient aussi appris cela.
Les 10 jours suivants furent les plus étranges que j'ai vécus depuis longtemps. Non pas à cause de ce qui se passait à l'extérieur, mais à cause de ce qui se passait à l'intérieur. La vie extérieure continuait avec une normalité presque offensante. Le travail, les repas, les conversations de table, les émissions de télévision que personne ne regardait le soir pendant que je faisais semblant de lire. Tout était pareil, tout exactement comme avant. Et pourtant, sous cette surface intacte, quelque chose s'était déplacé de manière irréversible, comme lorsqu'une poutre invisible mais essentielle bouge dans la structure d'un bâtiment. Rodrigue m'avait demandé de ne modifier aucune habitude, ni les miennes, ni celles de Nadia, de ne pas poser de questions inhabituelles, de ne pas consulter son téléphone, de ne rien changer à la routine du foyer. Son argument était technique et d'une logique imparable. Toute variation dans le comportement du conjoint soupçonneux peut alerter la personne investiguée et modifier ses schémas, ce qui complique le travail de documentation. Je l'ai parfaitement compris. Le mettre en pratique fut une autre affaire. Il y eut un après-midi, le 5e jour, où Nadia sortit pour ce qu'elle disait être un rendez-vous avec une amie. Elle prit son sac, enfila sa veste et, avant de partir, se retourna à la porte du salon pour me dire de ne pas l'attendre si elle rentrait tard. Elle sourit. Je lui ai dit d'accord, de bien s'amuser. Elle ferma la porte. Je suis resté assis sur le canapé pendant plusieurs minutes, incapable de faire autre chose que d'écouter le silence de l'appartement. Cette nuit-là, je n'ai pas dîné. J'ai fait chauffer de l'eau pour une infusion que je n'ai pas bue, et je suis resté dans le bureau à examiner des dossiers de travail jusqu'après minuit. Non pas par précipitation, mais parce que j'avais besoin que mon esprit ait quelque chose de concret à quoi se raccrocher. Rodrigue appela le 11e jour à 18h15, avec une ponctualité qui m'indiquait qu'il avait des résultats. Il me demanda si je pouvais passer à son bureau le lendemain à 17h. Je lui ai dit oui. Cette nuit-là, j'ai moins dormi que n'importe quel autre depuis le début de tout cela. Pas exactement par anxiété. C'était quelque chose de plus proche de ce que je ressens avant de présenter les résultats d'un audit important. L'attention particulière de celui qui sait que le lendemain, il devra regarder une vérité complète en face, sans possibilité de détourner le regard. Je suis arrivé au bureau de Rodrigue 5 minutes avant l'heure. Il avait déjà sur la table une chemise de couleur bleu foncé, fermée, avec mon nom écrit sur la couverture au marqueur noir. Il me désigna la chaise, s'assit en face de moi, et n'ouvrit pas la chemise immédiatement. « Avant que vous ne voyiez le contenu, dit-il, je veux vous expliquer ce que j'ai trouvé et comment c'est organisé. Il y a des choses qui sont difficiles à lire, peu importe à quel point on pense être préparé. Je ne vous dis pas cela pour adoucir quoi que ce soit, je vous le dis pour que vous sachiez que ce qui se trouve à l'intérieur est entièrement vérifié. » J'ai acquiescé. Il ouvrit la chemise. Le rapport comptait 17 pages. Rodrigue me l'expliqua section par section, désignant d'un stylo les points qu'il jugeait les plus pertinents, avec cette voix calme qui ne montait ni ne descendait, peu importe ce qu'il décrivait. Durant les 10 jours de surveillance, Nadia avait effectué 4 sorties qui ne correspondaient pas aux destinations déclarées à la maison. 2 de ces sorties s'étaient terminées dans le même établissement. L'hôtel Balcón del Turia, un hôtel 3 étoiles dans la zone nord de Valence, avec des entrées documentées par des photographies datées et horodatées. Les 2 autres correspondaient à un appartement privé dans le quartier de Lace Sample, ou l'Exemple, adresse notée, dont le locataire avait été identifié par Rodrigue grâce au registre public. Le nom du locataire était Marc Pellicer-Duran. Marc Pellicer-Duran avait 45 ans, était originaire de Castellón, célibataire et associé minoritaire d'un club sportif privé nommé Club Esportiu Mestral. Ce club, situé au nord de Valence, proposait, entre autres, une zone de fitness, une piscine et des activités encadrées. C'était le même club où Nadia s'était rendue les mois précédents, avant d'annuler son abonnement avec Lorena. Rodrigue poursuivit. La relation documentée ne datait pas de 2 mois. Les premières preuves qu'il avait pu retracer indiquaient un début remontant à au moins 4 mois, ce qui signifiait que lorsque Nadia avait annulé son abonnement avec Lorena et m'avait demandé de ne rien dire à son mari, la situation était déjà bien établie depuis un certain temps. Ce n'était pas quelque chose qui avait commencé de manière impulsive. Cela avait une structure,
une logistique, une routine. J'écoutais tout cela sans l'interrompre. J'avais les mains posées sur mes cuisses, immobile, avec cette immobilité qui n'est pas le calme, mais la retenue. Rodrigue le remarqua, mais ne fit aucun commentaire à ce sujet. Il continua. La dernière section du rapport était celle à laquelle je ne m'attendais pas. Du moins, pas avec une telle clarté. À partir des relevés que je lui avais moi-même fournis de notre compte joint, Rodrigue avait détecté un schéma de mouvement qu'il décrivit comme des retraits fractionnés de montants variables à intervalles irréguliers. 16 retraits au distributeur automatique au cours des 4 derniers mois et demi, tous compris entre 80 et 220 €, à des heures et dans des distributeurs différents, sans aucun schéma apparent permettant de les identifier comme des dépenses ménagères habituelles. Le montant total accumulé s'élevait à 3 240 €. Quand je lus cela, quelque chose s'assembla en moi d'une manière que seul quelqu'un ayant passé des années dans une salle d'audit peut comprendre. Ce schéma exact, le fractionnement délibéré pour éviter qu'une dépense importante n'attire l'attention, était une technique que j'avais vue appliquer des dizaines de fois dans des entreprises qui tentaient de dissimuler des détournements de fonds, non pas avec des montants importants qui déclenchent l'alarme, mais avec de petites sommes, distribuées, espacées, des sommes qui, prises séparément, avaient une explication raisonnable. Ensemble, elles racontaient une autre histoire. Nadia avait financé, du moins en partie, tout cela avec l'argent de notre compte commun. Je refermais le dossier avec précaution, le posais sur la table et regardais Rodrigue. Y a-t-il autre chose qui ne figure pas dans le rapport? Il y a quelque chose qui figure dans le rapport, mais que je souhaite mentionner verbalement, dit-il. Il y a des enregistrements de communication entre le téléphone de Madame Espinosa et un autre numéro qui appartient à sa fille, Claudia Soler. Ils sont fréquents, certains à des heures qui coïncident avec les sorties documentées. Je n'ai pas accès au contenu de ces messages, ce qui nécessiterait une autorisation judiciaire, mais la fréquence et le schéma temporel sont suffisamment frappants pour que je juge pertinent de le mentionner. Je restai silencieux pendant plusieurs secondes. Claudia. Ce n'était pas la première fois que ce nom apparaissait dans les méandres de cette affaire. Il y avait eu un après-midi, quelques semaines auparavant, où j'avais appelé ma fille pour déjeuner le week-end, et elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle avait un engagement avec des amis. Nadia, qui était dans la cuisine, sortit dans le couloir à ce moment-là, et je lui dis que c'était Claudia. Elle ne posa aucune question, se contentant de retourner à la cuisine. Une réaction complètement neutre qui, à ce moment-là, m'avait semblé normale, et qui maintenant, avec le rapport de Rodrigue sous les yeux, prenait une toute autre tournure. Je rangeais cette pensée là où se trouvaient les autres que je ne pouvais pas encore entièrement assimiler. Je demandai à Rodrigue quel pas il recommandait à partir de ce moment. Il me dit que la première chose à faire était de parler à un avocat spécialisé en droit de la famille avant de prendre toute décision, afin de connaître précisément le cadre légal dans lequel je me trouvais. Il me donna le nom d'une avocate de sa confiance, Carmen Dabo-Rubert, 43 ans. Spécialiste en séparation et en liquidation de régime matrimonial avec un cabinet rue Georges et Juan. Je sortis du bâtiment, le dossier bleu sous le bras. Dehors, il faisait froid. Un vent sec du nord qui souffle à Valence en novembre et qui s'insinue par le col du manteau, même si on le porte bien fermé. Je m'arrêtai un instant sur le trottoir, sans direction précise. 4 mois, 3 240 €. Un homme avec un nom et un prénom, une adresse vérifiée, et la possibilité, encore non confirmée mais déjà ancrée en moi, que quelqu'un d'autre dans ma famille ait pu savoir tout cela et ait choisi de ne rien me dire, pesait lourdement. Je me mis en marche vers le parking. Ce que j'avais découvert en ouvrant ce dossier n'était la fin de rien. C'était, comme je le savais bien par mon métier, le moment où une enquête cesse d'être une simple suspicion pour devenir un dossier. Et un dossier n'a qu'une seule direction possible, vers l'avant. Il y a une différence entre les choses qui font mal et celles qui changent quelque chose de manière permanente. La trahison de Nadia faisait mal. C'était une douleur réelle, physique, presque avec un poids concret que je portais dans ma poitrine depuis ce samedi matin devant le panier à linge. Mais c'était une douleur qui avait, au moins, une forme reconnaissable. Il y avait des mots pour la décrire, il y avait des précédents, d'autres hommes avaient vécu quelque chose de similaire,
et s'en était sorti. Ce qui concernait Claudia n'avait pas cette forme. Il me fallut 4 jours pour décider comment procéder. 4 jours durant lesquels j'ouvris le rapport de Rodrigo plusieurs fois, lus la même section et le refermai sans avoir pris de décision, car quelque chose en moi résistait à aller jusqu'à ce point sans être complètement sûr. Ce n'était pas un doute sur les faits. C'était la résistance naturelle d'un père qui, depuis 27 ans, chérit la vie d'une personne et qui sait que ce qu'il est sur le point de confirmer est irréversible. Je demandais à Rodrigo d'approfondir cette partie spécifique de l'enquête. Je lui expliquais ce dont j'avais besoin. Non pas le contenu des messages, qui étaient inaccessibles sans autorisation judiciaire, mais le schéma de comportement. Des coïncidences vérifiables entre les absences de Nadia et toute interaction documentable avec Claudia qui pourrait indiquer une coordination active. Rodrigo me dit qu'il aurait besoin de quelques jours de plus. Je lui répondis que je n'étais pas pressé, que je préférais que ce soit bien fait. Le rapport complémentaire arriva 6 jours plus tard. Il comptait 4 pages. Je l'ai lu debout dans le bureau de Rodrigo, sans m'asseoir. La première coïncidence remontait à environ 3 mois. Un vendredi, Nadia était rentrée à la maison plus tard que d'habitude, presque à 23 heures, et m'avait dit qu'elle avait dîné avec Claudia parce que ma fille avait eu une semaine difficile au travail et avait besoin de se confier. Je m'en souvenais parfaitement, car ce soir-là, j'avais moi-même appelé Claudia en milieu d'après-midi pour lui demander si elle voulait que nous nous voyions ce week-end. Et elle m'avait répondu qu'elle était très occupée et qu'il valait mieux remettre cela à plus tard. 2 heures plus tard, selon Nadia, elle dînait avec elle. À ce moment-là, je l'avais accepté sans poser de questions. Il m'avait semblé que Claudia avait simplement eu besoin de sa mère ce soir-là, ce qui était parfaitement raisonnable. Maintenant, avec le rapport sous les yeux, le relevé de carte de crédit de Nadia pour cette nuit-là montrait bien un paiement dans un restaurant. Oui, mais dans un quartier de la ville situé à 20 minutes de l'appartement de Claudia et à 10 minutes de l'appartement de Marcos Pellicer à Léample. La deuxième coïncidence était plus directe et plus difficile à lire. 2 mois auparavant, un samedi après-midi, j'avais appelé Claudia parce que je ne trouvais personne et que son téléphone ne captait pas. Claudia répondit aussitôt d'une voix parfaitement calme et me dit : « Elle est ici avec moi, papa. Son portable a dû se décharger. Je l'ai à côté de moi. Tu as besoin de quelque chose d'urgent ? » Je lui répondis que non, que je voulais juste savoir où elle était. Claudia me dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle serait à la maison dans quelques heures. Nadia arriva ce soir-là à 19h30. Rodrigo avait recoupé cette information avec les relevés de déplacement qu'il avait de la période de surveillance. La localisation approximative du téléphone de Nadia ce samedi-là, triangulée via les antennes relais auxquelles il s'était connecté, ne correspondait pas au quartier de Claudia. Elle correspondait à la zone nord de la ville, aux abords de l'hôtel Balcon del Turia. Claudia m'avait menti directement lors d'un appel téléphonique, sans hésitation, avec une désinvolture que l'on n'acquiert qu'à force de pratiquer. Je refermai le rapport. Il existe un type de silence qui n'est pas l'absence de son, mais l'absence de pensée. C'est ce qui m'habita durant les minutes qui suivirent. Pas encore de rage, pas de larmes, juste un vide étrange. Comme lorsque l'un des piliers d'un calcul structurel s'avère être une donnée incorrecte et que toute l'architecture construite dessus doit être refaite à partir de zéro. Claudia a 27 ans, je me la rappelle à 4 ans, courant dans le couloir de la maison en pyjama rayé vers le lit où je lisais le dimanche matin, sautant sur moi sans prévenir et riant de ce rire que les enfants ont quand ils sont complètement heureux et ne le savent pas. Je me la rappelle à 12 ans, assise à la table de la salle à manger, les livres de mathématiques ouverts, me demandant de l'aide pour les problèmes parce que Nadia ne comprenait pas les énoncés, et moi si. Je me la rappelle à 19 ans, au premier rang de l'auditorium de l'université, lorsque j'ai soutenu un travail de recherche que j'avais mis 2 ans à achever, applaudissant avec cette énergie exagérée qu'elle mettait dans les choses quand quelque chose lui importait vraiment. Tout cela est réel. Rien de ce que j'ai découvert ne l'efface. Mais il est également réel que ma fille de 27 ans a reçu un appel de son père lui demandant où était sa mère et a choisi de me mentir avec une facilité qui ne s'improvise pas. Cela aussi est réel. Et les deux choses peuvent être vraies en même temps, même si les concilier coûte plus que je ne voudrais l'admettre.
Je sais que certains pourraient comprendre la position de Claudia, qu'elle était la mère, qu'elle a été pressurisée ou mise dans une situation impossible. Je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir envisagé cette possibilité, car je l'ai envisagée. Mais il y a une ligne entre ne pas vouloir s'impliquer et regarder son père dans les yeux, même au téléphone, et lui raconter un mensonge construit avec des noms et des détails. Cette ligne, Claudia l'a franchie de son plein gré, en toute conscience de ce qu'elle faisait. J'ai appelé Esteban ce même après-midi, non pas pour lui demander conseil, mais juste pour le dire à quelqu'un d'autre que moi-même. Il a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, il a mis un moment à répondre. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? A-t-il dit. Je ne sais pas encore exactement, mais je sais que je ne vais pas l'ignorer. Non, a dit Esteban. Ça, je le sais aussi. Nous n'avons pas beaucoup parlé d'autres cette nuit-là. Ce n'était pas nécessaire. Il y a des conversations qui n'ont pas besoin de développement parce que les deux personnes savent déjà où elles vont aboutir. Ce qu'Esteban et moi n'avons pas dit cet après-midi-là est resté en suspens entre nous deux, avec la consistance de quelque chose de déjà décidé, même si cela n'avait pas encore de mots. Cette nuit-là, Nadia m'a demandé si j'avais parlé à Claudia dernièrement. Je lui ai dit que c'était il y a quelques jours et que tout allait bien. Elle a hoché la tête et a dit qu'ils devaient bientôt se retrouver tous les trois pour déjeuner. Elle a souri en le disant. J'ai répondu que oui, qu'il faudrait organiser cela, et j'ai continué à dîner. J'ai gardé ce moment, ce geste spécifique de Nadia souriant en parlant de projets de famille, au même endroit où je gardais tous les autres. Non pas pour le détruire avec rage, mais pour l'utiliser au moment opportun, de la bonne manière, avec toute la documentation nécessaire sur la table. Il manquait encore une pièce avant d'être complètement prêt. Une visite au cabinet de Carmen Dabo-Rubert, l'avocate que Rodrigo m'avait recommandée, pour comprendre exactement ce que je pouvais faire, comment et dans quel ordre. Mais cette pièce était déjà en mouvement, et le reste n'était qu'une question de temps. Carmen Dabo-Rubert avait son cabinet rue Jorge Juan, dans un immeuble à la façade sobre avec un portail en bois foncé qui n'annonçait rien de l'extérieur. Je montai au 3e étage, sonnai à la plaque qui disait simplement « Dabo avocat » et j'attendis. Une jeune assistante ouvrit et me fit entrer dans une salle avec 2 fauteuils en cuir vert et une table basse, où il y avait une carafe d'eau et 2 verres. J'attendis moins de 5 minutes avant que Carmen n'entre. 43 ans, cheveux châtains relevés en un chignon fonctionnel, tailleur gris anthracite, regard direct de ceux qui évaluent sans en faire un spectacle. Elle me serra la main fermement, s'assit et, sans préambules inutiles, ouvrit un carnet et me demanda comment elle pouvait m'aider. Je lui expliquai la situation en termes ordonnés. Mariée depuis 1999, régime de communauté de biens, un rapport d'enquête privé documentant une infidélité maintenue pendant au moins 4 mois, des mouvements économiques du compte joint totalisant 3 240 € appliqués à cette activité, et une tierce personne de la famille qui avait activement participé à la dissimulation des faits. Je lui remis le dossier bleu de Rodrigo. Elle le parcourut pendant plusieurs minutes sans rien dire, tournant les pages calmement, s'attardant plus longtemps sur les sections de documentation financière que sur les autres. Quand elle eut terminé, elle posa le dossier sur la table et me regarda. « C'est bien construit, dit-elle. Le travail de l'enquêteur est solide et reste dans les limites de l'admissible. C'est utilisable. » Elle m'expliqua le cadre légal avec la précision de quelqu'un qui navigue dans cette matière depuis des années sans en perdre le fil. En Espagne, l'infidélité conjugale n'a pas de conséquences pénales, mais elle peut avoir une pertinence dans le processus de séparation s'il est prouvé qu'elle a généré un préjudice économique pour la communauté de biens, ce qui était exactement le cas, étant donné le modèle de retrait documenté. Le régime de communauté de biens signifiait que tous les biens acquis pendant le mariage étaient communs. L'appartement de Valencia, les économies des comptes joints, les fonds d'investissement que j'avais accumulés pendant des années. La liquidation de ce patrimoine dans un divorce contentieux pouvait être complexe, mais le matériel que j'avais faisait considérablement pencher la balance. Je lui demandais ce que je devais faire avant d'entamer formellement la procédure. « 3 choses, dit-elle. Premièrement, ne déplacer aucun actif de manière unilatérale avant que je ne lui dise qu'il peut le faire et sous quelle forme. Tout mouvement perçu comme une soustraction de biens communs
peut se retourner contre lui dans la procédure. Deuxièmement, faire une copie complète de toute la documentation financière conjointe des 5 dernières années. Extrait, acte notarié, contrat d'investissement. Troisièmement, ne pas confronter son épouse ni changer de comportement à la maison avant qu'elle ne lui dise que le moment est venu. L'effet de surprise dans ces situations a une valeur juridique et pratique qu'il ne fallait pas gâcher. Je quittais le bureau avec une liste d'étapes et un calendrier prévisionnel. Carmen m'avait dit que si je respectais la préparation des documents, elle pourrait avoir tout prêt pour lancer le processus dans un délai de 4 à 6 semaines. Les 2 semaines suivantes furent les plus exigeantes de toute cette histoire, non pas à cause de ce qui se passait à l'extérieur, mais à cause de la discipline requise pour maintenir tout en ordre simultanément. Le travail, la façade domestique et la constitution parallèle du dossier complet dont Carmen avait besoin. Je consacrais 3 nuits à rassembler la documentation financière. Relevé du compte joint des 5 dernières années, les contrats des 2 fonds d'investissement que j'avais ouverts au cours du mariage, l'acte de propriété de l'appartement, les quittances d'assurance habitation, les documents du plan de retraite. Tout était numérisé sur mon ordinateur du bureau que personne n'utilisait jamais. Je l'organisais en chemise avec la même structure que celle que j'utilisais pour les audits professionnels. Par ordre chronologique, par catégorie, avec un index. J'imprimais les copies que Carmen m'avait demandées et les rangeais dans une chemise en carton rigide que je fermais avec un élastique et glissais dans la sacoche que je porte toujours au travail. Le dossier complet, une fois terminé, comptait 42 pages, plus le rapport de Rodrigo. 42 pages qui résumaient 24 ans d'économie domestique et 4 mois de tromperie systématique. Ce fut pendant ces nuits de travail que se produisit ce qui faillit tout réduire à néant. C'était la 2e nuit, après 23 heures. J'étais dans le bureau, les documents étalés sur la table, relevés, le rapport de Rodrigo ouvert à la section des mouvements financiers, une feuille avec mes propres notes. J'avais laissé la porte entr'ouverte, pas complètement fermée, car la fermer à clé aurait semblé inhabituel si personne ne se levait et ne le remarquait. Je l'entendis avant de la voir. Le grincement de la 3e latte du parquet dans le couloir, celle-là même qui grince depuis des années, et que ni l'un ni l'autre n'avions réparé. Je me levai de ma chaise dans un mouvement plus instinctif que réfléchi et, en 2 secondes à peine, le rapport de Rodrigo était fermé sous le clavier de l'ordinateur, les relevés glissés dans le tiroir central et la feuille de notes pliée dans la poche de mon pantalon de pyjama. Nadia apparut dans l'encadrement de la porte avec une expression ensommeillée, les cheveux défaits, une tasse vide à la main. « Que fais-tu encore debout ? » ?»« J'ai un audit à rendre pour jeudi, » dis-je. Je suis resté à vérifier quelques chiffres et j'ai perdu la notion du temps. Elle passa la tête sans entrer complètement. Elle regarda l'écran de l'ordinateur où, à ce moment-là, seule la feuille de calcul de mon vrai travail, que j'avais ouverte juste avant par précaution, était visible. Elle hocha la tête avec cette vague de quelqu'un à moitié endormi et qui n'avait pas l'énergie de traiter plus d'informations. « Ne te couche pas trop tard, » dit-elle et s'en alla. J'entendis ses pas s'éloigner dans le couloir, le grincement de la latte au retour, le son de la porte de la chambre se refermant doucement. Je restai debout un long moment sans bouger, la feuille de notes toujours dans ma poche et le cœur battant avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Cette sorte de tension qui apparaît lorsque le corps traite rétrospectivement le danger qui vient de passer. Ce n'était pas de la peur exactement, c'était la prise de conscience soudaine et très physique de ce qui était en jeu. Des semaines de travail, un processus légal méticuleusement préparé. Le seul avantage réel que j'avais dans tout cela, qui était le facteur de surprise que Carmen m'avait dit de ne pas gâcher, si personne n'était entré 2 minutes plus tôt. Je me rassis, sortis la feuille de ma poche, la dépliai lentement. Je restai un long moment sans rien faire, regardant les chiffres que j'avais notés, pensant qu'à parfois, la différence entre le succès et l'échec total est aussi minime que le grincement d'une latte de bois dans le couloir que personne n'a réparé. Le lendemain, j'appelai Carmen pour l'informer que la documentation était complète. Elle me dit que nous fixions un 2e rendez-vous pour la semaine suivante et qu'elle arriverait avec la requête en séparation rédigée en brouillon pour ma révision. Je lui dis que j'étais d'accord. Je raccrochai.
Je rangeais la chemise en carton dans ma sacoche avec le même soin que l'on accorde à quelque chose que l'on ne peut se permettre de perdre. Dehors, dans la rue, novembre avançait avec ce froid sec et pur que connaît Valencia quand l'été n'est plus qu'un lointain souvenir. La ville continuait de fonctionner avec une indifférence totale à ce qui se passait au 3e étage d'un appartement de la zone du parc de Cabecera, où un homme de 53 ans pliait une feuille de notes et décidait qu'il était prêt. La 2e réunion avec Carmen Dabo dura presque 2 heures. Je suis arrivé avec le dossier de documentation complet. Elle est arrivée avec le projet de demande de séparation et une liste de décisions qui nécessitaient ma confirmation avant de procéder. Nous nous sommes assis face à face dans son bureau de la rue Jorge Juan, les documents étalés entre nous deux, et avons passé en revue chaque point avec la méthodologie ordonnée que nous appliquions tous deux par instinct aux problèmes complexes, pour des raisons différentes. Le régime matrimonial, les biens communs accumulés pendant 24 ans, l'évaluation actualisée de l'appartement de Valencia, les fonds d'investissement, le plan de retraite. Carmen avait préparé un tableau de répartition provisoire qui reflétait ce qui revenait à chaque partie selon la loi, en tenant compte de la documentation des mouvements financiers irréguliers du compte joint. Ce n'était pas un montant qui changerait la vie de quiconque, mais cela établissait un précédent juridique important. Le préjudice économique à la communauté de biens était avéré, et cela pesait lourd dans la négociation. Je l'ai interrogé sur les délais. Carmen m'a expliqué qu'une fois la demande déposée, Nadia recevrait la notification par l'intermédiaire du tribunal et aurait un délai pour répondre. Sa recommandation était de la présenter de manière à ne pas lui laisser de marge de réaction avant que le processus ne soit formellement engagé. La manière la plus propre de procéder était de la convoquer sous un autre prétexte à une réunion où je serais déjà présent avec elle et les documents, afin que la notification ne la prenne pas seule et en position de faire quelque chose d'impulsif avec les actifs communs avant que le tribunal ne les bloque à titre conservatoire. Le prétexte que Carmen proposa était simple et entièrement crédible. Une révision de documentation patrimoniale de routine que le mari devait signer avec son conjoint à la demande de l'établissement bancaire. Nadia n'avait aucune raison de se douter de quoi que ce soit concernant une telle gestion. Je signais régulièrement des documents liés au travail et elle n'avait jamais montré d'intérêt particulier pour les détails administratifs de notre économie domestique. J'ai clos cette réunion avec une date convenue, 3 semaines à compter de ce lundi-là. Un temps suffisant pour que Carmen termine la documentation légale, pour que je puisse effectuer les derniers mouvements qu'elle m'avait autorisés sur les fonds d'investissement individuels qui étaient uniquement à mon nom, et pour que Rodrigo achève une dernière tâche que je lui avais confiée cette même semaine, préparer une copie du rapport à envoyer au conseil administratif du club Esportium Mestral au moment que j'indiquerai, sans anticipation, sans filtre. Au moment exact où je le dirai. Ces 3 semaines furent différentes de tout ce qui avait précédé. La première phase, depuis que j'avais senti ces vêtements jusqu'à la complétion du dossier, avait été active. Appel, réunion, documents, décision. Cette phase était différente. Cette phase était de l'attente pure. Et l'attente, quand on porte en soi quelque chose de cette ampleur, a une manière particulière d'épuiser qui ne ressemble à rien d'autre. La routine domestique se poursuivait avec une normalité qui, à d'autres moments, aurait été réconfortante et qui avait maintenant quelque chose d'absurde. Les petits déjeuners, les journaux télévisés du soir, les conversations sur la nécessité de changer le robinet de la salle de bain, ou s'il tiendrait une saison de plus. Nadia continuait de sortir certains vendredis. Je continuais de lui dire que j'étais d'accord. Elle continuait de revenir avec cette légèreté que je connaissais déjà de l'autre côté et qui maintenant ne me causait pas exactement de douleur, mais plutôt quelque chose s'apparentant à la distance clinique avec laquelle on observe un phénomène que l'on a déjà classifié et catalogué. Il y eut une nuit, la 2e semaine, où Nadia mit à la télévision un film que nous avions vu ensemble des années auparavant, à une autre époque. Un de ces films sans grande prétention que nous étions allés voir au cinéma un samedi d'hiver quand Claudia était petite et était restée chez les grands-parents. Je me souviens que cet après-midi-là, il avait un peu neigé, chose rare à Valencia, et que nous étions sortis du cinéma, les revers de nos manteaux relevés, et avions ri de quelque chose dont je ne me souviens plus très bien. Nadia s'installa confortablement sur le canapé avec une couverture et me regarda.
Tu le regardes avec moi? Je me suis assis à ses côtés, j'ai regardé le film, je n'ai rien dit de ce que je taisais depuis des semaines, et à la fin, quand les crédits défilaient à l'écran, elle s'est endormie, la tête légèrement inclinée vers son côté du canapé, avec cette respiration tranquille de toujours. Je l'ai regardée un instant. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore raconté parce que j'ai eu du mal à trouver la manière de le faire sans que cela ne sonne comme ce que ce n'est pas. Pendant ces 24 ans, Nadia ne fut pas seulement la femme qui m'a trahi. Elle fut aussi la personne qui fut à mes côtés quand mon père est mort en 2012 et qui, pendant des semaines, s'est levée avant moi pour que le café soit prêt quand je descendais. Elle fut la personne qui lut tous les rapports des cas les plus difficiles de ma carrière quand j'avais besoin de réfléchir à voix haute et qu'il n'y avait personne d'autre. Elle fut la personne qui, parmi des centaines de décisions quotidiennes au fil des ans, choisit de rester. Cela aussi est réel. Et porter cela en même temps que tout le reste a un poids qui ne se soulage pas facilement. Je ne le raconte pas pour créer de la confusion sur ce que j'ai fait. Je fais bien mon travail. Je le raconte parce que cette histoire manquerait d'honnêteté si je présentais Nadia uniquement comme l'antagoniste d'un dossier judiciaire. Elle fut une personne réelle, avec 24 ans d'histoire partagée, qui prit des décisions que je ne peux accepter. Les deux choses coexistent, et les maintenir ensemble sans que l'une n'annule l'autre est peut-être le plus difficile de tout ce que j'ai vécu pendant ces semaines. J'ai appelé Étienne un jeudi après-midi depuis la voiture garée devant le travail avant de monter. « J'ai une date ?» lui ai-je dit. 2 semaines. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. « Tu vas bien ?»« Oui, bien sûr, » lui ai-je répondu avec plus de conviction que je n'en avais à ce moment-là. Non pas que je veuille le tromper, mais parce que le dire à voix haute, même avec une demi-vérité, aide à ce que cela devienne un peu plus réel. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit Étienne. Un auditeur ne présente rien avant d'avoir tout catalogué. J'ai déjà tout. Alors, c'est fait, dit-il. Ce qui reste n'est qu'une formalité. J'ai raccroché. Je suis resté un instant dans la voiture, les mains sur le volant et le regard sur le pare-brise, où les arbres du trottoir projetaient de longues ombres de novembre sur le capot de la voiture. Un froid vif, une journée complètement ordinaire pour tout le monde, sauf pour moi. Je suis monté au travail. Ce qu'Étienne ne savait pas, parce que je ne le lui avais pas encore dit, c'est que Rodrigue avait déjà préparé l'enveloppe pour le conseil du club Esportium Estral avec toute la documentation nécessaire. Copie du rapport, date vérifiée, registre des accès à l'appartement de la Chempler. Suffisant pour que Marc Pélissère-Duran doive donner des explications dans le seul environnement où sa position comptait vraiment, celui de ses associés, sa réputation professionnelle, le petit monde où il avait construit son image pendant des années. Ce n'était pas une plainte pénale, c'était quelque chose de plus précis que cela. C'était remettre chaque chose à sa place d'origine. L'enveloppe partirait le jour même de la confrontation, ni avant ni après. Il restait 14 jours. Le jour convenu se leva avec le même aspect que n'importe quel autre mercredi de décembre à Valencia. Ciel couvert, température de 9 degrés Celsius, le bruit habituel de la circulation matinale montant de la rue. Je me suis levé à 7h30, j'ai pris une douche. J'ai revêtu le costume gris que j'utilise pour les réunions de travail formelles et je suis allé à la cuisine faire du café. Nadia est descendue 21 minutes plus tard en peignoir, les cheveux détachés, et m'a demandé pourquoi j'étais si bien habillé si tôt. « Réunion avec la banque à 10h ?» ai-je dit. « Ils ont besoin que nous signions tous les deux un document de mise à jour du contrat du compte joint. Une simple formalité, mais elle requiert la signature en personne des deux titulaires. » Elle eut une expression d'une légère contrariété. « Tu ne m'avais rien dit aujourd'hui ? Je te l'ai dit mardi, mais tu étais au téléphone et je crois que tu ne m'as pas bien entendu. C'est 20 minutes, pas plus. Le conseiller a dit qu'à 10h15, nous serions partis. » Nadia se servit du café sans rien ajouter. Elle acquiesça de la tête avec cette résignation fonctionnelle de celui qui accepte un imprévu mineur parce qu'il n'a aucune raison réelle de refuser. « D'accord, donne-moi le temps de me préparer. » Ce n'était pas la banque, c'était le cabinet de Carmen Dabo, rue Jorge Juan. Nous sommes arrivés à 10h05. Je me suis garé dans le garage sous l'immeuble. Dans l'ascenseur, Nadia vérifia son téléphone. Une fois, je regardais les numéros du panneau lumineux.
Troisième étage, les portes s'ouvrirent. Nous avons marché dans le couloir jusqu'à la plaque de Dabo Avocat. J'ai sonné. Ce fut à cet instant, l'instant exact où l'assistante ouvrit la porte et que Nadia vit le cabinet d'avocat au lieu d'une salle de réunion bancaire, que quelque chose changea dans son expression. Ce ne fut pas un changement dramatique, ce fut une très légère contraction autour des yeux. Une fraction de seconde de recalibrage que j'ai vue avec toute la clarté possible parce que je la regardais depuis des semaines avec une attention qu'elle ignorait. « Ce n'est pas la banque, dit-elle. La voix encore tranquille, mais avec quelque chose de différent en dessous. « Non, dis-je. Entrez, s'il vous plaît. » Carmen était déjà dans la salle principale, debout près de la table, le dossier fermé devant elle. Elle salua Nadia avec une courtoisie professionnelle sans affectation. Elle désigna les chaises. Nous nous sommes assis tous les trois. Moi en face de Nadia, Carmen au bout de la table. Pendant les 30 secondes suivantes, personne ne dit rien. Carmen me regarda. J'ai acquiescé légèrement. Elle ouvrit le dossier et le fit pivoter sur la table pour que Nadia puisse voir la première page. C'était une copie du rapport de Rodrigue, page de garde, date, nom complet de l'enquêteur et numéro d'ordre. Nadia regarda la couverture, puis leva les yeux vers moi. « Valentin, écoute d'abord, dis-je. » Ma voix sortit exactement comme je l'avais répétée, sans inflexion, sans faiblesse. Entière. Carmen prit la parole avec la précision méthodique de quelqu'un qui a fait cela maintes fois et qui sait que la clarté, dans ces moments-là, est la seule forme de respect qui ait un sens. Elle expliqua qui elle était, en quelle qualité elle était présente et ce que contenait la documentation sur la table. Ce ne fut pas cruel, ce ne fut pas inutilement détaillé sur les aspects les plus personnels. Ce fut exact. Hôtel Balcón del Turia, appartement de Léample, 4 mois documenté. Marc Pellicer Duran, nom complet. 3 240 € du compte joint. Nadia écouta les 2 premières minutes, le dos droit et les mains posées sur son sac à main, sur ses genoux. Puis ses mains se crispèrent sur le cuir du sac. Ensuite, elle baissa les yeux vers le dossier et les y maintint. C'est une... Elle commença simplement une phrase sans la terminer. « Ce n'est pas une accusation, » dit Carmen calmement. « C'est une documentation vérifiée. Monsieur Soler n'est pas ici pour discuter. Il est ici pour vous informer qu'il a entamé une procédure de séparation, qui sera formellement enregistrée aujourd'hui. » Tu ne m'as rien dit. Nadia me regarda. Dans sa voix, il y avait quelque chose qui oscillait entre l'indignation et le début de quelque chose de plus proche de la peur. 24 ans, et tu m'amènes dans un cabinet d'avocat sans rien me dire. Je la regardais. Je soutins son regard avec la même impassibilité que j'avais maintenue pour tant d'autres choses au cours des dernières semaines. 2 mois, dis-je. 2 mois à annuler le programme avec Lorraine et à continuer avec le sac de sport. 4 mois avant cela, ne me parle pas d'avertissement. Il y eut un silence qui dura plusieurs secondes et qui avait sa propre densité, comme le silence qui suit la rupture de quelque chose et précède le moment où quelqu'un ramasse les morceaux. Nadia tenta une autre approche. Elle dit que les choses entre nous n'étaient plus ce qu'elles avaient été depuis longtemps, qu'elle avait essayé de me parler à plus d'une occasion et que je n'avais jamais été vraiment présent, que cela ne justifiait rien, elle le savait, mais que ce n'était pas non plus aussi simple que je le présentais. Sa voix monta de ton graduellement avec cette accélération que connaissent les personnes lorsqu'elles sentent que le terrain sous leurs pieds devient instable et que le mouvement est la seule réponse qu'elles connaissent. Carmen la laissa parler. Moi aussi. Quand Nadia eut terminé, Carmen dit avec la même voix que d'habitude. Tout ce que vous souhaitez exprimer aura sa place dans la procédure. Aujourd'hui, l'objectif est uniquement de vous notifier formellement le début du processus et de vous remettre une copie de la documentation afin que vous puissiez la consulter avec votre propre avocat. Nadia me regarda de nouveau. Maintenant, l'indignation avait presque entièrement cédé. Ce qui restait dans son expression était quelque chose de plus difficile à supporter de l'autre côté, un mélange de confusion véritable et la reconnaissance qui arrivait lentement, mais arrivait, que tout ce qu'elle avait cru contrôler ne l'était plus depuis des semaines. « Depuis combien de temps le sais-tu » dit-elle, presque à voix basse. « Assez longtemps pour bien faire les choses, » répondis-je. Il n'y avait pas de rage dans ma voix. Il n'y avait pas non plus de satisfaction.
Il n'y avait que le calme de celui qui a terminé un long travail et l'a terminé correctement. Carmen continua avec les documents. Nadia les reçut. Elle les regarda sans vraiment les lire et les rangea dans son sac à main d'un mouvement mécanique. Quand elle se leva pour partir, elle se retourna une fois à la porte avec une expression que je ne sus pas entièrement classer. Ce n'était pas seulement de la peine, c'était quelque chose de plus proche de la perplexité de quelqu'un qui sous-estime une personne depuis longtemps et découvre trop tard que cette personne le savait. Elle sortit sans rien dire de plus. Je restai un instant assis, les mains immobiles sur la table. Carmen ramassa les documents en silence, les ordonna, les rangea dans le dossier avec ses mouvements précis et sans hâte qui la caractérisent. « Ça s'est bien passé, dit-elle. « Oui, répondis-je. Je sortis du bâtiment 21 minutes plus tard. Dans la rue, le froid de décembre était direct et sans concession. Je sortis mon téléphone et envoyai un message d'un seul mot à Rodrigue. Maintenant, ce fut le moment où l'enveloppe scellée que Rodrigue avait préparée pour le conseil administratif du club Esportium Estral partit par courrier recommandé vers l'adresse sociale du club. À l'intérieur, une copie du rapport, des dates vérifiées, un registre des accès à l'appartement de Léample, le nom complet de Marc Pélissère-Duran, sans commentaire additionnel, sans signature au-delà de l'adresse de l'expéditeur du cabinet de Carmen Dabo, ce qui conférait à l'envoi un caractère formel qu'une enveloppe anonyme n'aurait jamais eu. Marc Pélissère n'allait faire face à aucune procédure pénale, mais il allait devoir s'asseoir devant ses associés avec cette documentation sur la table. Et dans l'environnement restreint et fermé d'un club privé, où la réputation fait partie du capital social de chaque membre, cela a un coût que l'argent ne répare pas. Chaque chose à sa place. Je marchais jusqu'à la voiture sans hâte. La journée restait grise et froide et tout à fait ordinaire pour le reste du monde. Je m'assis au volant, posai les mains dessus et restai un instant sans démarrer, regardant le pare-brise sans aucune pensée particulière. Puis je démarrai et allai au travail. Le processus de divorce prit 4 mois et 17 jours pour être résolu. Ce ne fut pas rapide, car ces choses ne le sont jamais. Mais ce ne fut pas non plus le processus long et épuisant parfois décrit lorsque les deux parties arrivent sans documentation ni clarté. Carmen avait préparé chaque élément avec une telle précision que la marge de manœuvre de l'autre partie était étroite dès le début. Nadia engagea un avocat. Il y eut 2 réunions de négociation. Et finalement, la liquidation de la communauté de biens fut conclue selon les termes que Carmen avait envisagés depuis ce premier après-midi dans son bureau. L'appartement de Valence fut mis en vente d'un commun accord, la moitié de la valeur d'expertise pour chaque partie, une fois l'hypothèque résiduelle annulée. Les fonds d'investissement conjoints furent divisés à parts égales, selon l'acte notarié. Les 3 240 € des mouvements fractionnés furent enregistrés dans l'accord comme préjudice économique avéré à la communauté de biens avec la compensation correspondante. Ce n'était pas une somme qui allait transformer une vie, mais sa présence dans le document avait une signification qui allait au-delà du chiffre. Cela signifiait que ce que personne n'avait tenté de faire de manière invisible avait été nommé avec précision sur un papier signé par les deux. Je déménageais dans un appartement en location dans le quartier de Benimaclet au début de l'année. Un appartement au 2e étage avec de la lumière naturelle le matin, 2 chambres, une petite cuisine que j'appris à utiliser de manière que je n'avais pas eu besoin d'apprendre en 24 ans. Ce n'était pas un endroit triste, c'était un endroit nouveau, ce qui est différent, même si au début la différence n'est pas toujours évidente. Les premiers jours dans cet appartement furent étranges d'une manière que je n'avais pas entièrement anticipée, non pas exactement par l'absence de quelqu'un, mais par le silence distinct d'un espace qui n'appartient qu'à vous. Un silence sans négociation, sans le bruit de fond d'une autre vie parallèle à la vôtre. Il me fallut quelques semaines pour cesser de le ressentir comme un vide et commencer à le ressentir pour ce qu'il était, un espace. L'affaire de Claudia se régla, ou plutôt s'établit d'une manière qui n'eut ni scène ni confrontation. Je ne l'appelais pas pour lui expliquer ce que j'avais découvert. Je ne lui demandais pas de compte par téléphone, ni ne lui écrivis de lettres. Je cessais simplement d'être disponible de la manière dont j'avais toujours été. Les appels auxquels je répondais auparavant immédiatement commencèrent à être répondus des heures plus tard par des réponses brèves. Les propositions de repas se diluèrent dans des agendas qui ne concordaient jamais,
sans cri, sans ultimatum, sans le genre de scène qu'il aurait été facile d'ignorer ou de recadrer comme la réaction excessive d'un père blessé. Claudia appela 3 fois le premier mois. La première pour demander comment j'allais. La deuxième pour dire qu'il lui semblait que nous devions parler. La troisième avec une voix qui avait quelque chose de différent, quelque chose de plus proche de la reconnaissance de ce qui se passait réellement. Je lui dis que j'allais bien, que j'étais occupé, que nous trouverions un moment. Il n'y eut pas de moment. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait avec froideur, ni avec l'intention de punir. J'y ai pensé maintes fois. J'y pense toujours. Et chaque fois j'arrive au même point. Claudia a 27 ans. Ce n'était pas une petite fille sans discernement. C'était une adulte qui avait pris une décision consciente pendant des mois, à de multiples reprises, et qui, lorsqu'elle choisit entre dire la vérité à son père ou protéger les plans de sa mère, choisit sans hésiter. Ce choix a des conséquences, non pas parce que je le décrète, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la confiance. Une fois brisée de cette manière, elle ne se répare pas avec une conversation. Elle se répare, si tant est qu'elle se répare, avec du temps et des actes. Et le temps, dans ces affaires, est déterminé par celui qui a été trahi, non par celui qui a trahi. Peut-être qu'un jour cela changera, je ne l'exclus pas. Mais je ne vais pas faire semblant que ce jour est proche, ni qu'il ne dépend que de moi. Marc Pélissère-Duran, comme je l'appris par une voie indirecte des semaines après l'envoi de l'enveloppe, présenta sa démission volontaire en tant que membre du Club Esportium Estral en janvier. Il n'y eut pas de scandale public, pas de déclaration, juste un départ silencieux du seul environnement où sa présence avait une réelle pertinence. Exactement ce qui était juste, ni plus ni moins. Il y a quelque chose que j'ai appris de tout cela et que je ne savais pas formuler avant d'avoir suffisamment de recul pour le voir clairement. Pendant 24 ans, la personne qui m'a le plus sous-estimé au sein de mon propre foyer, c'était moi-même, non pas parce que d'autres me l'imposaient, mais parce qu'à un moment donné, j'ai cessé d'appliquer à ma vie personnelle la même attention que celle que j'accordais à mon travail. J'ai supposé que ce qui fonctionnait n'avait pas besoin d'être révisé, que la confiance maintenue était la même chose qu'une vérité vérifiée. Et cette distinction, musique qui en audite, est le premier principe enseigné. Je l'ai ignorée pendant des années, là où elle importait le plus. Je ne le raconte pas comme une autocritique, ni comme une manière de partager la responsabilité de ce que Nadia a fait. Musique. Je le raconte parce que s'il y a quelque chose que je retiens de tout cela, et qui vaille la peine d'être conservé, c'est cette conscience, que l'attention n'est pas de la méfiance, que revoir ce que l'on tient pour acquis n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre avec honnêteté. Étienne m'a invité à dîner le premier samedi que j'ai passé seul dans l'appartement de Benny Maclay. Il a apporté une bouteille de vin qui coûtait plus cher que ce qu'aucun de nous n'aurait normalement dépensé un soir de semaine. Et quand je lui ai demandé la raison, il a dit que certaines choses méritent une bonne bouteille, même si ce ne sont pas exactement des célébrations. Musique. Nous avons dîné pendant près de 3 heures. Nous avons parlé de choses différentes de tout ce dont nous avions parlé ces derniers mois, de ces projets de voyage qu'il repoussait depuis des années, d'un livre que nous avions tous deux lu à des époques différentes et sur lequel nous avions des opinions divergentes. Musique de choses sans conséquences immédiates. Ce fut la première nuit depuis longtemps où j'étais entièrement présent dans une conversation, sans qu'aucune partie de moi ne soit ailleurs. Avant de partir, Étienne a mis son manteau et est resté un instant sur le pas de la porte. « Comment vas-tu vraiment » a-t-il dit. J'y ai réfléchi une seconde avant de répondre. « Bien » ai-je dit. Pas de la manière dont on dit « bien » quand on veut dire qu'on survit. Bien, vraiment. Il a hoché la tête. Il est parti. Je suis resté seul dans le salon du nouvel appartement, avec la bouteille presque vide sur la table et le silence paisible d'une nuit d'hiver, dans une ville qui continue de fonctionner de la même manière, indépendamment de tout. Je suis allé à la fenêtre. Dehors, les arbres du trottoir étaient dénudés, avec cette austère nudité de décembre que beaucoup de gens trouvent triste, et qui, pour moi, musique cette nuit-là, m'a semblé simplement honnête. J'ai pensé au samedi matin, des mois auparavant, au panier à linge, musique aux leggings de survêtement bleu marine que j'avais remis soigneusement à sa place, tandis que le monde continuait exactement pareil derrière la fenêtre. Je suis allé dans la chambre,
J'ai ouvert l'armoire, j'ai pris mes propres vêtements de sport, musique que j'avais acheté neufs la semaine précédente, et je les ai posés sur la chaise pour le lendemain. Le matin, pour la première fois depuis de nombreuses années, je suis allé me promener seul dans le parc, sans hâte, sans destination fixe, avec le froid de décembre sur le visage et les poumons remplis d'air pur. Les vêtements sentaient exactement ce que doivent sentir les vêtements de quelqu'un qui est sorti bouger, ni plus ni moins.